Non, parce que si votre question porte sur la place, me permet de vous... Oui. Les valeurs, c'est ce que je ressens, c'est aussi une conviction pour moi. Et donc, c'est pour ça que je fais ce parallèle entre conviction, valeur. Est-ce qu'on la rattache à ça? Est-ce que c'est aussi une émotion? Parce qu'une valeur, c'est à cheval entre tout ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, il me semble qu'une valeur n'est pas à proprement parler une émotion. Elle peut en mobiliser, bien sûr, puisque si nous nous indignons face à une injustice, ou si nous nous mobilisons pour une cause qui nous paraît digne ou importante et juste, ça c'est de l'ordre émotif déjà. Mais en elle-même, je ne crois pas que l'air soit purement de l'ordre de l'émotion. C'est-à-dire qu'elle est d'une certaine manière à cheval aussi entre émotion et réflexion, à sa manière. Je pense à ce que, par exemple, à ce que dit Camus dans L'homme révolté, qui est un très beau texte quand il explique que la révolte des esclaves qui n'en peuvent plus de leur sort, des femmes qui n'en peuvent plus de leur oppression, etc. Tous ces mouvements de révolte sont d'abord en apparence purement spontanés, si vous voulez. C'est d'une certaine manière pas réfléchi. Il y a un moment où ça n'est plus possible. Et en même temps, il montre bien qu'il y a à l'intérieur de cette insurrection, enfin, ou de ce mouvement spontané, quelque chose de réflexif, parce que c'est toujours au nom d'une certaine idée de la justice qu'on se révolte contre l'injustice, même si on ne le sait pas bien, vous voyez, même si c'est d'abord flou, même si d'abord c'est une sorte de mouvement du cœur, de choses comme ça, qui n'est pas forcément intellectualisé, il y a à l'intérieur une conception, non pas théorique, mais au moins intellectuelle, une image de ce qu'on appellera ce qui est juste. Sinon, on ne saurait pas ce qu'on fait. Voilà ce que j'aurais envie de vous répondre, mais il y a aussi, alors c'est un des problèmes de l'éthique en particulier. Moi j'ai été pendant 6 ans au comité d'éthique, donc j'avais rencontré assez souvent cette difficulté. Il peut y avoir entre les valeurs des incompatibilités. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas tout, c'est pas simplement les valeurs d'un côté, les actions de l'autre, et puis on va juger. C'est qu'à l'intérieur des valeurs, il peut y avoir celle que l'on va privilégier contre une autre. Et vous n'avez pas forcément la même réponse dans des cas très, très concrets si vous faites passer en premier, mettons, l'égalité, ou si vous faites passer la liberté, par exemple. Vous voyez qu'ils ne sont pas nécessairement toujours compatibles, qu'ils le sont heureusement assez souvent, mais pas à chaque coup. Et donc il y a des conflits aussi, évidemment, à l'intérieur des valeurs et de leur application. Voilà, monsieur. Oui. Il y a un mot en fait qui m'a frappé. Vous avez... Bien fort. Pardon. Il y a un terme que vous avez employé au début de votre présentation, qui est celui de la fragilité. Oui. Et vous en avez donné une définition qui m'a interpellée, qui est que la fragilité, c'est, alors je le traduis comme ça, j'espère que je serai fidèle à votre propos, la suradaptabilité, la suragilité quelque part, dans laquelle on tend aujourd'hui dans les rythmes effrénés, etc., etc. Et en fait, en contre-pied de ça, et là je fais le lien avec le co-développement, je sens la fragilité autour de la peur, au contraire, ou un sentiment même qui peut aller jusqu'à la honte, je pense, d'être dans le doute et dans le questionnement. Et du coup, c'est... Et on arrive aussi à cette question, ou en tout cas ce ressenti de fragilité qui n'est pas forcément bien vécu et qui au départ peut être un frein pour se livrer, pour rentrer dans le jeu, si je puis dire, du co-développement, etc. Donc ça m'a interpellée. Alors j'ai pas de... Je sais pas ce que ça veut dire pour vous, si...
Plusieurs choses, parce que il y a, j'ai envie de dire qu'il y a spontanément, me vient l'idée qu'il y a au moins deux fragilités. Il y a celle qui est vécue par quelqu'un, quand vous parlez de la peur ou de la honte, comme finalement une représentation, vraie ou fausse, ça m'est égal, mais de son incapacité. Voilà. Je me sens fragile parce que j'ai pas les moyens, d'une certaine manière, ou que on me demande d'être fort, résistant, cuirassé, et je ne le suis pas. Et donc, j'ai le sentiment de vivre une fragilité que j'ai envie d'appeler négative, enfin, ou en tout cas infériorisante. Et puis, l'autre fragilité, c'est plutôt celle qui, au contraire, est la prise de conscience j'ai envie de dire, de notre faiblesse à tous. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que dès lors qu'on a bien la perception que nous sommes d'une certaine manière, quelles que soient nos positions et nos différences, tous soumis au même genre d'ignorance fondamentale ou de dénuement ou de ça, alors cette fragilité, je ne dis pas que ça devient une force, mais au moins elle fait partie du lot commun. Vous voyez, elle est d'une certaine manière aussi, au contraire, à utiliser. Qu'est-ce que j'ai en tête? J'avais fait un texte, mais il y a bien longtemps, alors je vous... C'était dans un volume collectif, il y a une vingtaine d'années, mais c'était sur l'invention de la faiblesse. Et je peux essayer de vous raconter ce qui m'en reste. Mais c'est que, si vous voulez, chez les Grecs et dans beaucoup de cultures antiques, ce qui est valorisé, c'est la force. Le héros, il sait combattre, il surmonte sa peur, et il est finalement dominant, à terme, même s'il arrive à... C'est sa victoire dans le combat qui est valorisée. Et aussi bien dans le bouddhisme en Inde, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que dans le triomphe du christianisme à partir du 1er, du 2e siècle de notre ère, en Europe, ce qui devient valorisé, c'est la faiblesse. Vous voyez, mais une faiblesse assez curieuse, qui n'est pas une faiblesse par défaut de la force, qui est une faiblesse par, en quelque sorte, j'ai envie de dire, nudité humaine première. Vous voyez, voilà, nous... Hein? Une humilité. Une humilité, si vous voulez, voilà, mais une humilité qui devient valorisée. Et ça, je crois que c'est dans l'histoire des représentations, ou même dans l'histoire des sentiments. C'est Nietzsche qui explique que les sentiments ont une histoire, enfin, les sensibilités aussi. C'est un tournant tout à fait important, l'idée d'invention de la faiblesse. Voilà. Et donc, je pensais à ça à partir de ce que vous me disiez sur la fragilité. Monsieur oui. Déjà, un grand merci à vous pour cette intervention super limpide, et du coup merci aux organisateurs de nous avoir invités. Je crois qu'on assiste à un retour des philosophes de la société dans le sens large, et ça fait du bien. Moi je vais vous interpeller sur un point précis, sur la posture philosophique. Quand vous dites je ne détiens pas la vérité. J'ai assisté à une interview où vous étiez questionné sur la notion d'effondrement. Je sais pas si vous vous rappelez quelque chose, et vous avez dit quelque chose comme il me semble que parler d'effondrement, c'est une stupidité, ça ne peut pas arriver. Et ça m'a un peu heurté, et c'est là-dessus que j'ai envie de vous questionner sur la posture du philosophe, parce que je ne parle pas du mot effondrement, on peut en mettre un autre, peu importe, mais je parle d'une société qui pourrait se casser la gueule, pour reprendre aussi une de vos autres expressions. Et au fond, qu'est-ce qui permet de dire, dans une posture philosophique, que ça ne peut pas arriver? On ne pourrait pas dire que ça va arriver, mais pourquoi dire que ça ne peut pas arriver? Alors, je me suis mal exprimé, et c'est pas comme philosophe que j'aurais dû dire « je ne crois pas ». C'est d'ordre de la croyance, là, c'est d'ordre de l'opinion. Simplement, ce qui me semble, sur cette question d'effondrement, si vous voulez, c'est qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, depuis celui de Jared Diamond sur effondrement, enfin collapse en anglais,
il y a eu cette idée que notre civilisation non seulement de profit, mais de multiplication, de consommation de produits, etc., n'était pas durable. Bon, ça c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il nous faudrait plusieurs planètes pour continuer à ce rythme. Ça, c'est une prise de conscience. D'où l'idée que nous sommes exposés à la possibilité d'un effondrement de ce mode-là de produire et d'exister. C'est peut-être souhaitable. Mais ça a été transformé par beaucoup, et là je ne suis plus d'accord, ni à titre d'individu, ni comme philosophe, ça a été transformé par beaucoup en alors l'apocalypse, la fin du monde, la disparition de l'humanité sont à peu près inéluctables. Et même pas, vous enlevez l'à peu près, sont inéluctables. Nous allons vers la fin et la catastrophe. Ça, je n'y crois pas. Si vous voulez, je prétends qu'il faut distinguer l'effondrement du monde dans lequel nous sommes. Alors, il peut être triste ou il peut être finalement plutôt positif, parce que je ne vois pas pourquoi on serait profondément malheureux, même si ça va secouer beaucoup, d'avoir moins d'ascenseurs, moins de voitures, peut-être plus du tout d'avions, des choses comme ça. Enfin bon, ça sera un autre monde, certes, mais je pense qu'il ne faut pas confondre cela, pas confondre la fin d'un monde avec la fin du monde. Voilà. Et c'est à ce titre-là que, je ne sais pas dans quelle émission vous pensez, parce que j'ai un peu oublié, mais je l'avais peut-être râlé contre l'effondrement. Oui. Et puis, je voulais juste rebondir sur la fin de votre dernière réponse, quand vous parliez d'invention de la faiblesse. Est-ce que vous voulez dire l'invention de la faiblesse dans l'histoire de la pensée? Voilà. Parce que effectivement, c'est une réalité. Enfin, c'était ma question. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Et est-ce que qu'est-ce qu'elle a permis finalement au moment où elle est arrivée? Est-ce qu'elle n'a pas permis de dépasser le règne de la force pour faire surgir autre chose? Oui, quand je parle d'invention de la faiblesse, c'est effectivement dans l'histoire des représentations, et grosso modo, il y a deux tournants qui sont à peu près, qui ne sont pas contemporains, mais qui sont convergents par bien plusieurs traits. C'est ce qui se passe autour du bouddhisme en Inde, et c'est ce qui se passe autour du christianisme, et même, d'une certaine manière, on pourrait trouver ça déjà aussi chez Socrate. Vous savez, quand Socrate, dans Gorgias, dit « il vaut mieux être victime que bourreau », alors évidemment, il en prend plein la gueule, si j'ose dire, de la part de ses interlocuteurs qui disent « ça va pas la tête, moi je n'ai pas du tout envie d'être une victime, etc. » Et d'une certaine manière, dans l'horizon grec, c'est une monstruosité de dire ça, il vaut mieux être victime que bourreau, parce qu'il pense que si la victime perd physiquement, si elle peut être tout simplement tuée, le bourreau perd moralement. Voilà. Et il y a donc, d'une certaine manière, un dédoublement de la réalité. Et c'est ça aussi, l'invention de ce que suppose l'invention de la faiblesse. Mais c'était quoi votre question? J'ai oublié. Non, c'était effectivement pour prolonger ce que vous disiez sur l'invention. Oui, alors c'est évidemment invention de la faiblesse, ça veut dire invention d'une valorisation d'une faiblesse qui devient une nouvelle sorte de force plus forte que la force, si vous voulez. Voilà, pour tout dérouler jusqu'au bout. Oui, madame? Oui. Vous voyez l'ordre? Je démarre. Vous avez cité un personnage pour lequel j'ai de l'affection, c'est ce général dont je n'ai pas retenu le nom, et qui était titillé par Socrate sur la question du courage. Voilà. Alors j'ai souvent des généraux comme ça dans mes groupes de co-développement, soit qui n'ont pas envie d'être titillés sur quelque chose. Alors ma question est d'où? Parce que j'en ai une autre sorte qui n'a même pas envie de réfléchir du tout. Pourquoi réfléchir?
Et donc, ce qui renvoie à la question, mais évidemment, s'il y a une mine d'or, on va creuser, mais si on ne sait pas qu'il y a quelque chose à trouver, pourquoi réfléchir? Ça se trouve, il n'y a rien, on va perdre son temps. Donc, vous qui êtes enseignant, qui suscitez la philosophie ou la réflexion, ou Socrate, je ne sais pas lequel des deux vous choisirez, comment on fait avec quelqu'un soit qui n'a pas envie d'être titillé, ou qui le prend mal, puisqu'il se fâche, soit avec quelqu'un qui n'a pas trop envie de réfléchir, peut-être parce qu'il ne croit pas qu'il va perdre son temps? C'est à chaque fois, évidemment, des cas singuliers, des cas particuliers, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, avec qui, dans quel contexte, etc. Globalement, moi, j'aurais envie de dire qu'il faut essayer de montrer qu'on risque de perdre des horizons. Voilà, on perd des horizons parce qu'on est bien assuré de sa pensée, d'accord, mais qu'est-ce qui montre ou qu'est-ce qui prouve à celui qui n'a pas envie de réfléchir qu'il a raison? Il serait peut-être beaucoup plus heureux en découvrant d'autres dispositifs. Moi, je conseillais très souvent à mes élèves ou à mes étudiants de lire deux sortes de penseurs ou d'écrivains, ceux qui les confortent dans leur idée, bien sûr. J'avais déjà pensé ça avant lui, mais lui, il le dit mieux que moi, et puis avec plus d'arguments, et tout ça, ça rassure. Mais aussi, évidemment, de lire ceux qui leur paraissaient les plus détestables, les plus monstrueux. Comment peut-on penser une chose pareille? Ça, parce que si on tombe sur un auteur qui vous irrite tellement, ceux qui vous ennuient, vous laissez tomber ceux qui vous ennuient, mais ceux qui vous agacent, qui vous irritent, qui vous exacerbent, parce que on ne comprend pas comment un être humain peut soutenir des choses comme ça, alors, à mon avis, ça devient intéressant. Ça veut pas dire qu'on va être convaincu, mais on va essayer. Je trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai fait pas mal de yoga. Je compare ça à des postures de yoga. C'est-à-dire, est-ce que je vais arriver à me mettre dans cette posture? Au début, c'est pas du tout évident. Bon, mais on peut se dire, mentalement, c'est pareil. Ce que pense Hegel, par exemple, j'ai eu bien du mal à le comprendre, mais on finit par se mettre dans. Vous voyez, c'est comme si il fallait adopter une posture mentale qui permet de penser. Or là, j'ai tendance à croire, moi, que c'est plus intéressant d'avoir plusieurs visions du monde qu'une seule. Voilà ce que je dirais à celui qui ne veut pas penser. Il ne s'agit pas de dire tu vas abandonner tes idées, tu as bien le droit d'avoir tes convictions. Mais il s'agit de dire tu vas découvrir d'autres horizons, et ça peut être intéressant. Et vous connaissez cette fameuse formule d'Hamlet qui dit il y a bien plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute votre philosophie. Et généralement, on comprend que voilà, le ciel et la terre, c'est riche, c'est plein de choses vivantes, colorées, multiples, et que la philosophie, c'est un peu monotone, abstrait et ennuyeux. Je crois que c'est exactement l'inverse. Il y a bien plus de choses dans la philosophie que sur Terre. Parce que, après tout, le monde, il n'y en a qu'un. Il est divers si on veut, mais enfin, il y a quand même des régularités. Alors que les mondes philosophiques, il y en a beaucoup plus. Et il y en a qui sont complètement schnock, mais très intéressants aussi, très amusants. Enfin, il y a toutes sortes de... il y a ceux qui vous montrent, qui croient vous montrer qu'il n'y a pas de réalité extérieure. L'immatérialisme, c'est la doctrine de Berkeley, c'est extrêmement subtil, je crois parfaitement fou évidemment, mais aussi extrêmement amusant ou intéressant. Alors, il y a des gens que ça n'amuse pas. Bon, on n'est pas obligé d'intéresser tout le monde non plus. Je vois bien ce que vous voulez dire, mais à celui qui est complètement buté et qui dit j'ai pas envie de t'écouter du tout ni de te parler, bon, je ne sais pas de quoi dire finalement. Il y a ceux qui disent réfléchir, oui, mais est-ce qu'on va trouver quelque chose? Peut-être rien. Alors ça, bien sûr que non. Enfin, on ne trouve pas toujours. Vous savez, ce que m'avait montré l'expérience de quelques années d'enseignement dans les
lycée, puis à Sciences Po, puis etc., c'est qu'il y a toujours un moment où, alors généralement il faut 2-3 mois, parfois plus, et les étudiants arrivent et disent « Bon, quand est-ce que ça s'arrête ?» C'est-à-dire, quand est-ce qu'on arrête de poser des questions? Voilà, bon. Alors, dans les lycées, ça ne m'étonnait pas trop. À Sciences Po, ça m'a surpris parce que je me suis dit que c'était quand même aussi une génération, ils étaient très intelligents, ils étaient sympathiques comme tout, bon. Mais ils voulaient la réponse. Il voulait arriver. Ben, ils voulaient, comme en physique ou en économie, avoir la formule à appliquer. Tout ce que vous nous avez montré, on a bien vu, mais c'est quoi la réponse? Je veux dire, on ne l'a pas. On continue. Vous voyez, et je comprends aussi, c'est pas seulement un désir d'adaptabilité ou d'adaptation, c'est le fait qu'il y a un vertige de la pensée. Bien sûr, un vertige au sens où, si une question en entraîne une autre à l'infini, et qu'il n'y a pas de butée ultime, alors on est dans tous les problèmes de régression à l'infini. Vous savez, la fameuse histoire de Atlas qui porte le monde sur son dos et il est debout sur une tortue. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la tortue? Eh bien, la réponse, il y a une autre tortue. Et sous la tortue, il y en a une autre. Et ensuite, il y a des tortues à l'infini pour que le monde tienne. Oui, mais non. Vous voyez, on est toujours, évidemment, confronté à quelque chose qui est le vertige de l'interrogation permanente. Alors, il y a, heureusement, je crois, des problèmes qui se résolvent et des questions qui ont une réponse. Mais il y en a d'autres dont il faut bien endurer qu'elles n'en ont pas. Et les plus fondamentales n'en ont pas. Pourquoi existons-nous? Pourquoi y a-t-il un monde? Voilà des questions qui suscitent énormément de croyances possibles. Vous avez des catalogues de réponses, mais vous n'avez nulle part, évidemment, de savoir ultime concernant ces questions-là. Et ça s'appelle la condition humaine aussi. C'est pas un truc trop, c'est un truc qui n'est pas drôle si on veut, mais qui est commun. Vous voyez, c'est-à-dire avoir cette inquiétude. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas résumer l'humanité en trois phrases, mais il me semble qu'on pourrait dire que l'humanité, c'est une espèce animale qui est taraudée par l'infini et qui ne sait pas quoi en faire. Voilà. C'est-à-dire qui est assez intelligente pour se poser des questions fondamentales, mais qui n'est pas assez savante pour en obtenir la réponse. Entre deux, dans cette interrogation et cette absence de réponse, il y a la philosophie, l'art, la littérature, la société, la culture, la civilisation, l'histoire, il y a tout. Voilà. Mais je vous réponds un peu à côté, hein, je suis honnête. Vous diriez ça au général, hein? Quoi donc? Tout ce que vous avez dit là, il entendrait le général. Oui, il y a des généraux sourds, hein, aussi. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai à la fois une remarque et une question. Ma remarque, c'est la résonance. J'en viens un petit peu vers le co-développement, quelque chose de plus pragmatique, mais j'ai beaucoup apprécié le terme que vous avez évoqué d'émotion pensante sur le co-développement. On est exactement dans un équilibre subtil entre l'émotion, le psychologisant, on n'est pas là-dedans, et le purement factuel ou organisationnel, on n'est pas là-dedans non plus. Donc, j'ai trouvé que ce terme résonnait énormément dans la subtilité de ce qu'on faisait en co-développement. Ça, c'était ma première réflexion, je vous en remercie. Et la question que je me posais, c'est pourquoi aujourd'hui, dans les entreprises, c'est un monde que vous connaissez, vous l'avez évoqué à travers la presse, pourquoi la place de l'émotion est si difficile? Est-ce que ça l'a toujours été ou est-ce que c'est mes lunettes à moi avec mes outils et mes émotions professionnelles qui trouvent que c'est si difficile de valoriser l'émotion dans l'organisation de l'entreprise? Alors il me semble, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais il me semble quand même qu'il y a là une sorte de vieil héritage à la fois culturel, civilisationnel et philosophique dans cette dévalorisation des émotions.
un mec, ça pleure pas. Déjà, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez, il y a une historienne qui est Nicole Laureau qui a fait un très beau livre sur les larmes de Tirésias. Voilà, pour montrer que les héros grecs, aussi virils qu'ils fussent, pleuraient en cachette ou pleuraient vraiment dans des moments. Non, c'est simplement que je crois, la valorisation de la raison, du contrôle philosophique même de la raison sur les émotions, et l'idéal classique. Après, ça s'est retourné à partir du 19e siècle, je crois. Mais le grand idéal classique de la maîtrise de soi, du gouvernement de soi-même, c'est d'avoir finalement une sorte de contrôle rationnel sur ses affects. Avec un grand fantasme, c'est que une démonstration peut supprimer un affect. Vous voyez, chez Épicure, par exemple, je vais venir aux entreprises après, mais je crois qu'il y a cet arrière-plan très important. Chez Épicure, par exemple, il explique que une des grandes peurs humaines, évidemment, c'est la peur de la mort. Et alors lui, il explique que la mort, c'est rien, puisqu'il est matérialiste, et il dit, voilà, quand on est mort, on sent rien, donc s'il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de rien. Sauf que jamais, je ne connais jamais aucun raisonnement qui ait vraiment supprimé une angoisse. C'est parce qu'il n'y a pas d'objet qu'il n'y a pas d'angoisse. Et c'est pas parce qu'on a compris qu'il n'y a pas d'objet qu'on cesse d'avoir peur. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Si vous voulez, il y a l'idée que la raison serait suffisamment puissante pour dissoudre des affects. Je ne crois pas trahir un secret de presse, ma chronique des Échos de demain matin, que vous pourrez lire ce soir. Je l'ai fait un peu sur ce thème à propos des Gilets jaunes. Parce que des Gilets jaunes, ça s'intitule Gilets jaunes, colère noire, peur bleue et après. Voilà. Mais parce que... Mais c'est la même chose. C'est parce que j'essaye de ne pas séparer complètement la philosophie et l'actualité. Il me semble, après on peut discuter, mais il me semble que le discours actuel du pouvoir et des technocrates, c'est un discours de rationalité. Nos mesures sont bonnes, tout va bien, les équilibres vont se faire, attendez encore un peu et demain ça ira encore mieux. Et en fait, la colère des gens qui est de l'ordre de l'affectif, qui est de l'ordre de la panique et de la frustration, elle ne peut pas entendre ça. Et à supposer qu'ils comprennent et qu'ils entendent clairement, ça ne supprimera pas leur colère du tout. Vous voyez, c'est le même malentendu. Et pourquoi les émotions sont-elles aussi dans les entreprises mises de côté? Je crois que c'est la poursuite autrement, mais du même mouvement, parce que l'entreprise, elle a un souci d'efficacité, donc de rationalité, de rendement. Elle est prise aussi forcément dans l'idée que ce qui compte, c'est ce qui est compréhensible et calculable, et que toutes les dimensions perceptives, affectives et sentimentales, qui appartiennent en fait à la vraie vie, ne sont pas de l'ordre du calculable. Voilà. Et je crois qu'il y a ces deux dimensions. Oui, je sais. Donc, c'est mon tour. Merci de votre présentation. Au départ, vous êtes parti, enfin, moi, ça m'a frappé de cette idée de vérité in the making en train de se faire, là, qui me paraît très intéressante et très proche de ce que nous faisons, puisqu'on est aussi, de ce point de vue-là, en train de faire accoucher quelque chose. Mais alors, en tant que philosophe, alors, oui, la question c'est quels sont les repères que vous pouvez nous donner? Parce que, par exemple, dans nos affaires, on peut se dire tout va bien si les gens sont contents, voilà, ça s'est bien passé, voilà. Ou alors, on peut regarder plutôt qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats tangibles de l'intervention, sachant que nous, on n'est pas positionné vraiment comme acteur, mais plutôt en définissant le cadre.
Donc c'est d'autant plus intéressant si vous pouvez nous aider à avoir des repères qui nous permettent de qualifier finalement le résultat, vous voyez, la sortie du processus, et de dire est-ce que finalement, qu'est-ce qui permet de dire qu'on est plus proche, parce qu'on parle de Socrate, Socrate avait l'idée de la vie bonne, quoi. Voilà, donc il y avait bien une histoire de jugement de ce qu'on fait, voilà, qui est quand même nécessaire, je dirais, en toute humanité à notre affaire. Alors, en quoi vous pouvez nous aider là-dessus, pour dire qu'on est finalement plus proche de la vérité ou pas? Eh bien, je crois que c'est dans la pensée du pragmatisme que je trouverai une possibilité de vous répondre, c'est-à-dire que, puisqu'elle est fondée toujours sur l'idée des résultats, vous me posez la question de savoir comment on juge nos résultats, finalement, à quoi on aboutit. Si ça produit des changements qui sont jugés positifs par tout le monde, voilà qui nous suffit. Vous voyez, c'est-à-dire que... mais si, l'idée que développe Dewey, par exemple, ou même William James, c'est qu'une vérité qui ne change rigoureusement rien à la vie de personne, elle peut être tout à fait bien établie, elle peut être tout à fait intellectuellement intéressante, on s'en fout. Vous voyez, on s'en fout parce que... Alors, il développe ça, lui, avec un exemple tout à fait ridicule, c'est de être au début des 7 psychologies de William James, qui est là, si un écureuil fait le tour d'un arbre, un observateur qui est toujours situé de l'autre côté de l'arbre, ne le voit jamais et fera tout. Alors, il y a toute une série de calculs, et on peut alors entrer dans le jeu du calcul des angles, vous voyez, du tour de rotation, etc. Voilà. Ce problème a-t-il le moindre intérêt? La réponse est non. Donc, vous voyez bien qu'il y a... Si votre intervention, finalement, a pour résultat que tout le monde est content, mais que ça ne change rien, ni dans l'entreprise, ni dans la vie de personne, ni dans les problèmes qui étaient posés, je ne crois pas que ça... Le résultat, c'est ce qui se passe. Et c'est peut-être paradoxal, mais c'est ça la pensée du pragmatisme. C'est que la vérité, c'est rien d'autre que ce qu'on voit, et que le résultat. Je me souviens j'avais fait un livre il y a quelques années avec Monique Atlan sur les... C'était autre chose que ce que je voudrais raconter là, c'était sur l'ensemble des mutations techniques aujourd'hui et l'impact qu'elles ont sur les représentations de l'humain. N'importe, mais on était allé pendant plusieurs mois en Californie, sur la côte Est aussi, etc., dans des labos de recherche. J'ai interviewé George Church, qui est le père du séquençage du génome, vous voyez, qui est un des grands biologistes américains. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il a eu cette formule, il me dit, voilà, il y a des choses qui... C'est une réflexion qui me paraît très pragmatiste. Il y a des choses qui ne changent pas la vie de l'humanité, même si elles sont grandioses, c'est les hommes sur la Lune. Ça n'a rien changé à la vie de personne. Et puis, il y a des choses éventuellement liées à l'exploration spatiale, mais qui ont des retombées fantastiques, le GPS. Le GPS, ça a changé la vie de tout le monde, en Malaisie comme au Canada. Donc, et bien voilà, autrement dit, faisons des GPS plus que des hommes sur la Lune. Voilà. Mais c'est une réponse un peu décalée, je le reconnais. Mais vous voyez, si vous me demandez où sont les repères de résultats, ils sont dans la fécondité, l'ampleur et la pertinence des changements. Alors vous allez me dire comment on juge de cette pertinence. Et on juge de cette pertinence à partir probablement de la satisfaction des acteurs eux-mêmes, quoi. Qui juge qu'un truc est... S'ils n'étaient pas contents avant. Comment? S'ils n'étaient pas contents avant et qu'ils sont contents après, il y a du changement. Voilà.
supposais qu'on n'était pas troqués, trop tard. On fait faire un petit complément. C'est un formateur qui disait se former, c'est changer d'erreur. Changer d'erreur, oui, ah, c'est un peu noir. C'est un peu noir. Non, mais oui, ça suppose que nous sommes toujours dans les erreurs et qu'il y en a qui sont... Mais ça veut dire, c'est la même idée finalement, me semble-t-il, que la mise en cause de l'idée de vérité dans la philosophie contemporaine. Voilà. C'est Nietzsche qui a le plus fortement contribué à cela. Voilà, c'est l'idée que finalement nous avons des illusions que nous tenons, nous avons des illusions efficaces et d'autres pas efficaces, et le pragmatisme, ce serait un peu la même chose, si vous voulez, ce serait de dire, voilà, il y a des choses qui marchent, et ce qui définit une vérité, c'est ce qui marche, et une meilleure vérité qu'une autre, c'est qu'elle marche mieux. Voilà. Et c'est pas finalement seulement des procédures de vérifiabilité ou de vérification interne. Voilà, ça existe en mathématiques. Mais toute vérité n'est pas du type des mathématiques. Les vérités sociales ou entrepreneuriales, elles sont quand même liées au fait que ça marche ou pas, quoi. Oui, j'ai beaucoup aimé votre intervention. J'ai trouvé que c'était extraordinairement complémentaire par rapport aux travaux que nous avons faits ce matin. Et est-ce que nous pouvons revenir quelques instants sur la notion de dialogue? Oui. Comme je comprends le co-développement, c'est une méthode, donc une route, un chemin, qui structure le dialogue en vue d'un apprentissage en commun. Et vous avez eu cette belle formule de dire que le dialogue, c'est cheminer à travers le langage. Cheminer à travers le langage. Est-ce que vous pourriez développer ça un petit peu plus? Oui, parce que là, je sens qu'il y a le potentiel, il y a le pépite, là. Alors, je vais juste commencer par faire juste un tout petit peu de grec ancien. Logos, que vous avez évidemment dans dialogue, c'est un mot grec